je vais vous montrer une revue. Je suis pas sûr que vous êtes abonné. On est au front gauche ici. Hein. Ça s'appelle RAID. C'est une revue RAID RAID, pas RAID RAIDE. C'est une revue spécialisée en thèmes militaires et policiers. Et le numéro que j'ai entre les mains date de décembre 1996. C'est-à-dire 2 ans avant l'arrivée au pouvoir de Chavez. Alors ici, bon, j'ai des extraits de presse de la violence des Sandra Caracas, des Sandra... Enfin, je veux dire, mais Caracas à feu et à sang. Le temps que je retrouve la page, vous pouvez discuter entre vous. Voilà. Donc 1996, il s'agit d'un reportage sur une unité d'élite de la police vénézuélienne. Donc je lis, vous savez ce qu'on appelle le chapeau en termes journalistiques, c'est le petit texte qu'il y a avant pour les paresseux, qui lisent juste le chapeau mais qui savent au moins de quoi il s'agit. Avec une moyenne de 80 morts par balle chaque fin de semaine, avec des attaques quotidiennes dans les transports communs, avec sa pauvreté au développement exponentiel, avec enfin une crise économique qui ronge le pays depuis plus de 15 ans, jusque dans ses racines. L'inflation est de plus de 1000%. Alors entre parenthèses, on tombera à bras raccourcis sur Chavez parce qu'il y a 20% d'inflation au Venezuela. À cette époque-là, il y avait 1000% d'inflation. Donc, je reviens, l'inflation de plus de 1000% par an. Caracas est devenue depuis quelques années l'une des villes, et peut-être même la ville la plus dangereuse du monde. Donc, première chose, le premier devoir d'un journaliste, c'est d'avoir des archives et de savoir de quoi il parle. Donc, l'insécurité, c'est pas Chavez. En revanche, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le gouvernement bolivarien n'a pas réussi à réduire l'insécurité, puisqu'effectivement, elle a atteint des taux assez considérables avec 48 homicides pour 100 000 habitants. De sorte que le Venezuela est le pays qui souffre le plus de l'insécurité après le Honduras. Et puis on pourra ajouter le Mexique. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pareil, il faut expliquer. Il faut essayer d'expliquer. Alors il y a 3 raisons en fait, et d'une certaine manière, ce qu'on peut mettre au débit ou au crédit, non, au débit de nos confrères, c'est qu'une fois qu'ils vous ont dit que le Venezuela est épuisé par l'insécurité, qu'ils ne cherchent pas à expliquer pourquoi. En fait, il y a 3 raisons à l'insécurité au Venezuela. La première, c'est de mon point de vue une erreur du gouvernement de Chavez. C'est-à-dire qu'en arrivant au pouvoir, la thèse, la théorie, ça a été la priorité absolue, c'est les programmes sociaux, santé, éducation, alimentation, c'est de faire baisser la pauvreté, et à partir du moment où on aura fait baisser la pauvreté, la délinquance va baisser. Or, c'est pas aussi mécanique que ça. C'est pas aussi mécanique, et par ailleurs, quand il vous reste quand même 28% de pauvreté, il reste quand même, genre je suis pas en train de vous dire que tous les pauvres sont des délinquants, mais je veux dire, il y a un terreau, il y a un terreau. Alors ça c'est bon, ça pour le coup, c'est ce qu'on peut mettre au débit de Chavez. Ensuite, il y a un autre aspect du problème qui a échappé à un certain nombre de confrères, c'est que lorsque Chavez arrive au pouvoir, il y a au Venezuela 133 polices différentes. 133. C'est-à-dire que chaque maire, chaque gouverneur a sa police, qui sont quasiment des bandes de vigiles privés, étant entendu évidemment qu'il y a des maires ou des gouverneurs d'opposition, de sorte que la police de Caracas a participé au coup d'État contre Chavez le 11 avril 2002. Bon. Dans ces 133 polices, il n'y a aucune formation commune, elles sont en général formées par d'anciens militaires, c'est-à-dire que c'est des polices militarisées qui n'ont rien à voir avec les méthodes qui peuvent être appliquées par une police civile, démocratique. Et par ailleurs, on sait, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit, que 20% des crimes et des délits commis au Venezuela sont commis par des policiers. C'est-à-dire que la police fait partie du problème, elle ne fait pas partie de la solution. Par ailleurs, il y a un troisième aspect qui est extrêmement important, c'est la pénétration depuis 2005 environ, massive du narcotrafic à travers des paramilitaires colombiens. C'est-à-dire qu'il y a eu une pseudo-démobilisation des paramilitaires en Colombie, qui sont le seul principal cartel de drogue en Colombie, et il y a une pénétration au Venezuela, à la fois pour des raisons politiques et à la fois pour des raisons de délinquance. Or, ces paramilitaires colombiens ont pénétré les quartiers populaires de Caracas en particulier, puisqu'on parle souvent de Caracas. Et là, c'est pas compliqué, vous avez 28% de pauvreté, il y a des gamins qui sont en déshérence, on n'a pas de les... C'est Marseille à l'échelle de 10 000, hein. C'est les quartiers nord de Marseille à l'échelle de 10 000. On appâte les gamins avec du crack ou du bassouko ou de la drogue, on les entraîne dans le microtrafic, et ensuite vous avez des bagarres entre bandes pour contrôler les territoires, vous avez les assassinats parce qu'un tel n'a pas payé son fournisseur, etc. etc., etc. Bon. En 2006, le gouvernement a pris conscience quand même du problème, s'est rendu compte que la baisse de la pauvreté n'était pas suffisante pour réduire la délinquance, donc depuis 2006 seulement, pourrait-on dire,
est en formation une police nationale bolivarienne. On est maintenant en 2013, ça fait 7 ans, c'est un processus extrêmement long. Extrêmement lent. C'est une police nationale, pour le coup formée dans un cadre démocratique, avec des notions très claires des droits de l'homme. On pourrait appeler ça d'ailleurs police de proximité, parce qu'on le voit dans un certain nombre de quartiers de Caracas. Et donc, le gouvernement bolivarien, Chavez à l'époque et maintenant Maduro, a pris conscience du problème et on s'y attaque. Il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est qu'en réalité, les grandes réformes au Venezuela, ça n'a pas commencé en 1998 avec l'arrivée au pouvoir de Chavez. Jusqu'à 2004, le pouvoir vénézuélien a dû se battre contre la droite, pour revenir à la question qui a été posée, contre la droite. En 2002, on a la tentative de coup d'État. Fin 2002, janvier 2003, on a la déstabilisation économique qui coûte combien 9% du PIB 9% du PIB. Et en fait, jusqu'au référendum révocatoire de 2004 qui est gagné par Chavez, le gouvernement ne peut pas réellement se projeter dans la transformation du Venezuela, mais il n'est pas sur la défensive. Mais le principal de son énergie est canalisé vers la défense. Et c'est entre 2004 et 2013 que les grandes réformes dont Cathy va vous parler sont mises en œuvre. Bon. Donc voilà, j'allais dire, c'est aussi bête que ça. Il y a des problèmes au Venezuela, il y a encore d'énormes problèmes. La droite, je finis là-dessus pour passer la parole à Cathy, pas être trop long. Je veux dire, elle est comme toutes les droites du monde, comme toutes les droites d'Amérique latine. Elle ne lâche rien, pour reprendre un terme que nous on connaît bien. Elle ne lâche absolument rien. La tentative de coup d'État au Venezuela d'avril 2002, ça n'a pas été la seule. Hein. On a eu le renversement de Manuel Zelaya au Honduras en 2009. On a eu la tentative de déstabilisation d'Evo Morales en Bolivie en septembre 2008. On a eu le renversement de Fernando Lugo avec des voies un peu tortueuses récemment, l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, le temps passe vite. Il y a eu une tentative pour déboulonner Rafael Correa en Équateur à travers une révolte de la police, une sédition de la police. Donc la droite, elle ne lâchera rien. La force du processus bolivarien jusqu'à présent, c'est la force du peuple. Hein. C'est-à-dire, on a affaire, et je termine là-dessus, Chavez, caudillo populiste, qui nous fait peur, enfin pas à vous forcément, pas à nous, mais qui est systématiquement stigmatisé dans les médias, où on imagine un peu un caudillo fantasque, fantaisiste, tropical, qui harangue les foules, démagogique. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, c'est pas ça du tout. Je veux dire, il y a au Venezuela à la fois une proximité émotionnelle avec le président. C'est vrai qu'il y a une relation tout à fait particulière, parce qu'on a affaire à je veux dire, des présidents comme Chavez, il y en a 1 ou 2 par siècle. Il y a sa capacité, son enthousiasme à emmener une population derrière lui, mais en même temps, à travers ce qu'on appelle ses logorées dans son émission Allo Presidente, où il est capable effectivement de parler pendant des heures. Alors pas tous les jours quand même, contrairement à ce que disent certains de mes confrères. Les Vénézuéliens passent de leur vie devant la télé. Bon. Mais il est capable effectivement, il a créé une conscience de classe qui existait mais qui était diffuse dans la population. Il a créé une culture politique, parce que derrière des apparences de fantaisistes, hein, si vous avez eu la chance de voir une émission Allo Presidente, je veux dire, il va commencer par parler de la situation du pays pendant la semaine écoulée, et puis il va faire rigoler tout le monde en disant, en parlant de son conseil des ministres, en disant cette semaine, on a eu franchement une semaine quasiment parfaite, il est vrai que nous ne sommes que mardi, et puis il va réciter une poésie, et puis d'un seul coup il va dire, vous savez que sur le marché international, le prix du pétrole est repassé à temps, parce que précisément tel pays a pris cette mesure, etc. Et ça a été un pédagogue. Ça a été un pédagogue, et c'est la raison pour laquelle, franchement, je ne connais pas en Amérique latine de population plus politisée que la population vénézuélienne. Alors après, peut-être qu'on reviendra après, je ne vais pas m'étendre là, sur les raisons effectivement de l'écart étroit entre Maduro et Capriles pour la dernière élection. Mais je vais d'abord laisser